Audio Jungle. Le principe de freinage, les éléments et leur rôle, les notions d'hydraulique. Vous êtes au volant de votre véhicule lorsque surgit un obstacle. Vous freinez, votre véhicule s'arrête. Que s'est-il passé pendant cette action? C'est ce que nous aborderons dans ce chapitre. Le rôle du système de freinage est de ralentir, arrêter et immobiliser le véhicule. Le freinage doit s'effectuer dans les conditions suivantes: efficacité, stabilité, progressivité et confort. Lorsque vous freinez, vous créez une force qui s'oppose au mouvement du véhicule. 3 facteurs influencent le freinage. Un facteur physiologique, un facteur mécanique et un facteur physique. Le facteur physiologique correspond au temps de réaction du conducteur. Voyons maintenant le facteur mécanique. L'appui sur la pédale de frein provoque un frottement entre un élément fixe et un élément en rotation. Ce frottement provoque le ralentissement puis l'arrêt du véhicule. Ce frottement provoque aussi un dégagement de chaleur. Plus le frottement est important, plus le freinage est important. Voyons maintenant le facteur physique. Le facteur physique repose sur le principe suivant. Plus il y a d'adhérence, plus la distance d'arrêt est courte. L'adhérence définit l'effort maximal de freinage que les roues peuvent transmettre au sol. L'adhérence dépend de la chaussée et des pneumatiques. Lorsque les roues se bloquent, il y a perte d'adhérence. Dans ce chapitre, nous avons vu les points suivants. Il y a 3 facteurs de freinage. Le facteur physiologique implique le temps de réaction du conducteur. Le facteur mécanique implique le frottement des freins. Le facteur physique implique l'adhérence des pneumatiques sur la chaussée. Voyons maintenant les éléments du système de freinage. Le système de freinage est composé des éléments suivants. Une pédale de frein, un servo-frein, un maître-cylindre, des étriers et des tambours. Voyons maintenant le rôle des éléments du système de freinage. La pédale de frein transmet l'effort du conducteur au servo-frein. Le servo-frein amplifie l'effort appliqué à la pédale de frein et le transmet au maître-cylindre. Le maître-cylindre transforme cet effort amplifié en pression hydraulique. La pression hydraulique doit être transmise au frein. C'est le rôle du liquide de frein contenu dans le réservoir. Le liquide de frein transmet la pression hydraulique au frein par des canalisations rigides et flexibles. La pression hydraulique pousse un élément fixe contre un élément en rotation. Le frottement des éléments exerce une force de freinage. Cette force de freinage provoque le ralentissement de la rotation des roues. Il y a 2 types de freins, les freins à disque et les freins à tambour. Vous pouvez déplacer le curseur de la souris sur les éléments pour les identifier. Dans ce chapitre, nous avons vu les points suivants.
Le système de freinage est composé des éléments suivants: une pédale de frein, un servo-frein, un maître-cylindre, des étriers et des tambours. La pédale de frein, le servo-frein et le maître-cylindre agissent ensemble pour transformer l'effort du conducteur en une pression hydraulique. Le liquide de frein transmet la pression hydraulique au frein par des canalisations rigides et flexibles. Il y a deux types de freins, les freins à disque et les freins à tambour. La poussée exercée sur la pédale de frein doit être transmise au frein. C'est le rôle du système hydraulique. L'unité de mesure pour le contrôle de la pression est le bar. Dans un circuit hydraulique, la pression dépend de deux paramètres: la force appliquée et le diamètre du piston. Dans un circuit hydraulique, la pression générée sur un point du circuit est transmise en tout point du circuit. Le liquide de frein est incompressible. Cela signifie que le volume du liquide de frein ne change pas, quelle que soit la pression qui lui est appliquée. Observons ce circuit hydraulique. Les deux pistons sont de même diamètre. Cette force se transmet au circuit hydraulique et provoque un déplacement identique du piston de gauche. Comme les deux pistons sont de même diamètre, la force transmise est égale à la force appliquée. Observons maintenant un autre circuit hydraulique. Les deux pistons sont de diamètre différent. La force se transmet au circuit hydraulique et provoque un petit déplacement du piston de grand diamètre. Mais la force transmise est amplifiée. Dans ce chapitre, nous avons vu les points suivants. Le rôle du système hydraulique est de transmettre la poussée au frein. Dans un circuit hydraulique, la pression générée sur un point du circuit se transmet en tout point. Le liquide de frein est incompressible. C'est le liquide qui transmet la poussée. Dans un circuit hydraulique avec un piston de petit diamètre en entrée et un piston de grand diamètre en sortie, la force transmise est amplifiée. Nous avons vu que l'effort exercé sur la pédale de frein par le conducteur est transmis par l'intermédiaire d'un liquide. Le maître-cylindre utilise le liquide de frein pour transformer l'effort mécanique de la pédale de frein en pression hydraulique. Nous allons voir comment fonctionne le maître-cylindre. Le maître-cylindre est constitué des éléments suivants: la tige de poussée, le piston primaire, le piston secondaire, les coupelles et le réservoir de liquide de frein. Le maître-cylindre comporte deux pistons possédant chacun des coupelles d'étanchéité. Chaque piston alimente un circuit hydraulique indépendant. L'action de la tige de poussée entraîne le déplacement du piston primaire. Le déplacement du piston primaire génère une pression dans le circuit hydraulique primaire. La pression hydraulique dans le circuit primaire provoque le déplacement du piston secondaire. Le déplacement du piston secondaire génère une pression dans le circuit hydraulique secondaire. Lorsque la pédale de frein est relâchée, les ressorts repoussent les pistons. Pour des raisons de sécurité, la commande hydraulique est constituée de deux circuits indépendants. Cliquez sur la pédale de frein pour voir le fonctionnement du maître-cylindre en cas de fuite sur le circuit primaire. L'action de la tige de poussée entraîne le déplacement du piston primaire. La fuite empêche toute montée en pression du circuit primaire. Le piston primaire arrive en butée sur le piston secondaire. Le piston secondaire se déplace. Le déplacement du piston secondaire génère une pression dans le circuit hydraulique secondaire.
Le principe est identique dans le cas d'une fuite sur le circuit secondaire. Dans ce chapitre, nous avons vu les points suivants. Le maître-cylindre utilise le liquide de frein pour transformer l'effort mécanique de la pédale de frein en pression hydraulique. Chaque piston alimente un circuit hydraulique indépendant. En cas de fuite sur l'un des circuits hydrauliques, l'autre circuit assure un freinage partiel. Le servo-frein amplifie l'effort appliqué à la pédale de frein et le transmet au maître-cylindre. Le servo-frein utilise une source d'énergie qui s'ajoute à l'effort fourni par le conducteur. Cette source d'énergie est la dépression. Sur un moteur à essence, la dépression provient de la tubulure d'admission. Sur un moteur diesel, la dépression provient d'une pompe à vide. Le servo-frein comporte deux chambres séparées par une membrane. Les chambres côté maître-cylindre et côté pédale communiquent à l'aide d'un clapet contrôlé par l'action de la pédale de frein. Un filtre, situé en entrée de la chambre côté pédale, purifie l'air. Le filtre doit être propre pour que le servo-frein fonctionne correctement. Lorsque le moteur fonctionne et que la pédale de frein est au repos, le clapet de communication est décollé de son siège. La dépression est égale dans les deux chambres du servo-frein. Lorsque le conducteur appuie sur la pédale de frein, le clapet de communication ferme l'orifice entre les deux chambres. La pression atmosphérique s'établit dans la chambre côté pédale. La dépression dans la chambre côté maître-cylindre aspire la membrane. Et la pression atmosphérique dans la chambre côté pédale pousse la membrane. La différence de pression entre les deux chambres amplifie l'effort initial sur la pédale de frein. Lorsque le conducteur relâche la pédale de frein, le clapet de communication entre les deux chambres s'ouvre. La chambre côté pédale est à nouveau sous dépression. Lorsque le moteur est arrêté, un clapet de retenue assure une réserve de dépression dans le servo-frein. Dans ce chapitre, nous avons vu les points suivants. Le servo-frein comporte deux chambres séparées par une membrane. Lorsque la pédale de frein est au repos, la dépression est égale dans les deux chambres du servo-frein. Lorsque le conducteur appuie sur la pédale, la différence de pression entre les deux chambres amplifie l'effort initial sur la pédale de frein. Lorsque le moteur est arrêté, un clapet de retenue assure une réserve de dépression dans le servo-frein. Lors d'un freinage, les freins avant sont plus sollicités que les freins arrière. Les freins à disque fournissent un effort de freinage plus important. Les freins à disque évacuent mieux la chaleur que le frein à tambour. Tous les véhicules actuels de la gamme Renault sont équipés de freins à disque à l'avant. Certains véhicules peuvent être équipés de freins à disque à l'avant et à l'arrière. Le frein à disque est constitué des éléments suivants. Le support d'étrier, l'étrier, les coulisseaux, les plaquettes et le disque. Vous pouvez déplacer le curseur de votre souris sur les éléments pour les identifier. Lorsque le conducteur appuie sur la pédale de frein, la pression hydraulique actionne l'étrier qui comprime les plaquettes contre le disque. Les plaquettes frottent contre le disque en rotation et génèrent la force de freinage. Le disque est solidaire de sa roue. Il existe deux types d'étriers, l'étrier flottant et l'étrier fixe. L'étrier flottant monté sur des coulisseaux possède un seul piston.
Cliquez sur la pédale de frein pour voir le fonctionnement de l'étrier flottant lors du freinage. Cliquez sur la pédale de frein pour voir le fonctionnement lors du défreinage. Lorsque le conducteur relâche la pédale de frein, la pression hydraulique chute. Le joint d'étanchéité du piston reprend sa forme initiale et provoque le rappel du piston. L'étrier flottant monté sur des coulisseaux possède un seul piston. Cliquez sur la pédale de frein pour voir le fonctionnement de l'étrier flottant lors du freinage. Lorsque le conducteur appuie sur la pédale de frein, la pression hydraulique s'applique sur le piston. Le piston se déplace et amène la plaquette en contact avec le disque. Par réaction, l'étrier se déplace sur les coulisseaux et amène la seconde plaquette sur le disque. L'étrier fixe possède au moins 2 pistons de part et d'autre du disque pour augmenter la force de freinage. L'étrier fixe, contrairement à l'étrier flottant, est solidaire du moyeu. Cliquez sur la pédale de frein pour voir l'action de l'étrier lors du freinage. Lorsque le conducteur appuie sur la pédale de frein, la pression hydraulique s'applique sur chaque piston. Les pistons se déplacent et compriment les 2 plaquettes contre le disque. Le fonctionnement de l'étrier fixe au défreinage est le même que pour l'étrier flottant. Dans ce chapitre, nous avons vu les points suivants. Les freins à disque fournissent un effort de freinage plus important. Les éléments d'un frein à disque sont le support d'étrier, l'étrier, les coulisseaux, les plaquettes et le disque de frein. Il existe 2 types d'étriers, l'étrier flottant et l'étrier fixe. L'étrier flottant monté sur des coulisseaux possède un seul piston. L'étrier fixe possède au moins 2 pistons de part et d'autre du disque pour augmenter la force de freinage. Le frein à disque évacue mieux la chaleur que le frein à tambour. Les freins à tambour, lorsqu'ils sont présents, sont toujours montés sur les roues arrière. Il existe différents systèmes de freins à tambour, mais leur fonctionnement peut être généralisé. Le frein à tambour est constitué des éléments suivants. Le tambour, le cylindre de roue, les segments, les ressorts de rappel et le flasque. Vous pouvez déplacer le curseur de votre souris sur les éléments pour les identifier. Le cylindre de roue comporte 2 pistons. Cliquez sur la pédale de frein pour voir l'action du frein à tambour lors du freinage. Lorsque le conducteur appuie sur la pédale de frein, la pression hydraulique s'applique sur les pistons du cylindre de roue. Les pistons du cylindre de roue se déplacent et poussent les segments de frein. Les segments de frein prennent appui sur la butée fixe et appliquent une force de freinage sur le tambour. Cliquez sur la pédale de frein pour voir le fonctionnement lors du défreinage. Lorsque le conducteur relâche la pédale de frein, la pression hydraulique chute dans les cylindres de roue. Les ressorts de rappel ramènent les segments à leur position initiale. Dans ce chapitre, nous avons vu les points suivants. Les freins à tambour sont toujours montés sur les roues arrière. Les éléments d'un frein à tambour sont le tambour, le cylindre de roue, les segments, les ressorts de rappel et le flasque. Les segments de frein prennent appui sur la butée fixe et appliquent une force de freinage sur le tambour.
Les ressorts de rappel ramènent les segments à leur position initiale. Le liquide de frein doit posséder les propriétés suivantes. Il doit être incompressible pour transmettre la pression hydraulique au frein. Il doit résister à la chaleur générée lors du freinage afin de ne pas entrer en ébullition. Le liquide de frein possède une autre propriété. Le liquide de frein est hygroscopique, c'est-à-dire qu'il absorbe l'eau. Si le liquide de frein est saturé en eau, il peut bouillir lors d'un freinage. Des bulles d'air se créent dans le système hydraulique et l'efficacité du freinage est compromise. Le liquide doit donc être remplacé périodiquement. Il existe deux types de liquide de frein. Le liquide de frein à base de glycol. Il s'agit des types DOT3, DOT4, DOT4 ESP et DOT5 1. Le liquide de frein à base de silicone. Il s'agit du type DOT5. Consultez la documentation technique pour connaître le type de liquide de frein préconisé. Il faut faire attention lors d'une mise à niveau du liquide de frein. Un mélange de liquides incompatibles peut endommager les éléments internes et provoquer des fuites. Il est recommandé de ne pas mélanger divers types de liquides de frein à base de glycol. Le liquide de frein à base de silicone n'est pas compatible avec le liquide de frein à base de glycol. Dans ce chapitre, nous avons vu les points suivants. Le liquide de frein doit être incompressible pour transmettre la pression hydraulique au frein. Le liquide de frein doit résister à la chaleur générée lors du freinage afin de ne pas entrer en ébullition. Si le liquide de frein est saturé en eau, il peut bouillir lors d'un freinage. Le liquide doit donc être remplacé périodiquement. Il existe des liquides de frein à base de glycol et d'autres à base de silicone. Il est recommandé de ne pas mélanger divers types de liquides de frein à base de glycol. Le liquide de frein à base de silicone n'est pas compatible avec celui à base de glycol. Pour des raisons de sécurité, le système de freinage comporte deux circuits hydrauliques indépendants. Le circuit le plus utilisé actuellement est appelé circuit en X. Un circuit hydraulique alimente le frein avant gauche et le frein arrière droit. L'autre circuit hydraulique alimente le frein avant droit et le frein arrière gauche. Il existe d'autres types de circuits que le circuit hydraulique en X. Ce sont les circuits hydrauliques en IH, en II et en HH. Dans ce chapitre, nous avons vu les points suivants. Pour des raisons de sécurité, le système de freinage comporte deux circuits hydrauliques indépendants. Le circuit le plus utilisé actuellement est appelé circuit en X. Il existe d'autres types de circuits. Lors du freinage, le train avant du véhicule est surchargé et le train arrière est délesté. Ce déséquilibre peut entraîner le blocage des roues arrière. Le correcteur de freinage réduit la pression hydraulique allant au frein arrière. La réduction de la pression hydraulique diminue le risque de blocage des roues arrière. Le correcteur de freinage est situé sur les canalisations des freins arrière. Certains correcteurs de freinage sont intégrés au cylindre de roue. Il existe deux types de correcteurs, les limiteurs et les compensateurs. Le correcteur de freinage est constitué des éléments suivants. Un corps, un piston faisant office de clapet, un ressort et un levier sur les correcteurs asservis à la charge. Le correcteur de freinage est relié au circuit hydraulique venant du maître-cylindre et allant au frein avant. Le correcteur de freinage modifie et transmet la pression hydraulique au frein arrière.
Lors de l'appui sur la pédale de frein, la pression hydraulique générée par le maître-cylindre est transmise aux freins avant et arrière. En dessous d'une valeur limite, la pression hydraulique transmise aux freins avant et arrière est identique. Lorsque la pression atteint la valeur limite, la force exercée par la pression sur le piston devient supérieure à la force du ressort. Le piston se déplace et ferme le clapet de communication vers les freins arrière. La pression hydraulique appliquée aux freins arrière n'augmente plus. Si la pression hydraulique du maître-cylindre diminue, la communication est rétablie. Sur les correcteurs asservis à la charge, un levier permet de modifier le tarage du ressort. Le tarage du ressort fait varier la valeur limite de régulation de la pression hydraulique. Lors de l'appui sur la pédale de frein, la pression hydraulique appliquée au frein avant est proportionnelle au déplacement de la pédale. Sur les véhicules équipés d'un limiteur de freinage, la pression hydraulique appliquée au frein arrière est limitée à une certaine valeur. Sur les véhicules équipés d'un limiteur de freinage asservi à la charge, la valeur limite de pression dépend de la charge du train arrière. Sur les véhicules équipés d'un compensateur de freinage, la pression hydraulique appliquée au frein avant est proportionnelle au déplacement de la pédale. Lors d'un appui sur la pédale de frein, la pression hydraulique appliquée au frein arrière est réduite progressivement. Sur les compensateurs asservis à la charge, le seuil de réduction de la pression hydraulique au frein arrière dépend de la charge du train arrière. Sur les véhicules avec un circuit hydraulique en X, un compensateur double piston régule séparément chacun des circuits. Dans ce chapitre, nous avons vu les points suivants. Le correcteur de freinage réduit la pression hydraulique allant au frein arrière. Il existe deux types de correcteurs, les limiteurs et les compensateurs. Le correcteur de freinage régule la pression hydraulique appliquée au frein arrière en fonction de la pression appliquée au frein avant. Sur les véhicules équipés d'un limiteur de freinage, la pression hydraulique appliquée au frein arrière est limitée à une certaine valeur. Sur les véhicules équipés d'un compensateur asservi à la charge, le seuil de réduction de la pression hydraulique au frein arrière dépend de la charge du train arrière. Le frein à main sert à immobiliser le véhicule par des moyens mécaniques. Le frein à main sert aussi de frein de secours. Pour des raisons de sécurité, tout véhicule doit posséder un frein à main agissant sur les roues arrière. Le frein à main peut agir sur des freins à tambour ou sur des freins à disque. Le frein à main à tambour est constitué des éléments suivants. Un levier de commande, un palonnier, des câbles et un mécanisme de frein à tambour. Le conducteur tire sur le levier de commande du frein à main. Les câbles actionnent le levier de commande interne du frein à tambour. Le levier de commande interne amène les segments en contact avec le tambour. Les segments de frein bloquent le tambour. Le frein à main à disque est constitué des éléments suivants. Un levier de commande, un poussoir, un axe fileté, un écrou, un piston, des plaquettes et un disque. Nous avons vu que le frein à main fonctionne mécaniquement à l'aide de câbles. Le conducteur tire sur le levier de commande du frein à main. Les câbles actionnent le levier de commande de l'étrier. Le levier de commande déplace le poussoir et le piston de l'étrier. Le piston de l'étrier serre les plaquettes et bloque le disque. Lorsque le conducteur tire sur le levier de commande du frein à main, un contacteur situé sur le levier allume un témoin au tableau de bord. Le témoin de frein à main est le même que le témoin d'incident de freinage.
Le témoin d'incident de freinage peut s'allumer dans les cas suivants. Le niveau de liquide de frein est trop bas. Les plaquettes de frein avant sont usées. Dans ce chapitre, nous avons vu les points suivants. Le frein à main sert à immobiliser le véhicule par des moyens mécaniques et sert aussi de frein de secours. Le frein à main à tambour est constitué d'un levier de commande, d'un palonnier, de câbles et d'un mécanisme de frein à tambour. Le frein à main à disque est constitué d'un levier de commande, d'un poussoir, d'un axe fileté, d'un écrou, d'un piston, de plaquettes et d'un disque. Le témoin de frein à main est le même que le témoin d'incident de freinage. Le freinage use progressivement les segments et les plaquettes de frein. Le mécanisme de rattrapage de jeu des freins arrière permet de compenser l'usure des garnitures. Ceci permet de conserver une course adéquate de la pédale de frein et du levier de commande du frein à main. Le mécanisme de rattrapage de jeu rapproche les segments du tambour lorsque les garnitures de frein s'usent. Le rattrapage de jeu s'effectue en modifiant la position initiale des garnitures de frein. Il existe différents systèmes utilisant ce même principe. Cliquez sur la pédale de frein pour voir le fonctionnement du rattrapage de jeu. À chaque rattrapage, un mécanisme de vis permet d'augmenter la longueur du dispositif de rattrapage de jeu. Ce mécanisme peut nécessiter un réglage lors du remplacement des freins à tambour. Cliquez sur la pédale de frein pour voir le fonctionnement du rattrapage de jeu. Lors du freinage, le piston se déplace et amène les plaquettes au contact du disque. Si ce déplacement est important, un mécanisme de vis permet de maintenir le poussoir au contact du piston. Le remplacement des plaquettes de frein arrière nécessite une procédure particulière. Dans ce chapitre, nous avons vu les points suivants. Le mécanisme de rattrapage de jeu des freins arrière permet de compenser l'usure des garnitures. Le mécanisme de rattrapage de jeu peut nécessiter un réglage lors du remplacement des freins à tambour. Le remplacement des plaquettes de frein arrière nécessite une procédure particulière. Il est normal que le frottement provoque l'usure des plaquettes. Si une plaquette s'use complètement, sa partie métallique endommage irrémédiablement le disque. Il faut donc que le conducteur soit informé de l'usure des plaquettes. Un témoin informe le conducteur d'une usure importante des plaquettes. Un contacteur électrique est fixé à la plaquette de frein. Lorsque l'usure des plaquettes est importante, le contacteur touche le disque. Le contacteur allume un témoin au tableau de bord. L'usure des garnitures de frein crée de la poussière de frein. La poussière se retrouve sur tous les éléments des freins. Même si les freins ne contiennent plus d'amiante, la poussière de frein demeure toxique. Avant de déposer les éléments des freins, il faut les nettoyer avec un nettoyeur frein. Dans ce chapitre, nous avons vu les points suivants. Lorsque l'usure des plaquettes est importante, un contacteur allume un témoin au tableau de bord. Même si les freins ne contiennent plus d'amiante, la poussière de frein demeure toxique. Avant de déposer les éléments des freins, il faut les nettoyer avec un nettoyeur frein. Nous avons déjà vu que le liquide de frein est contenu dans le réservoir situé sur le maître-cylindre. Il y a deux repères sur ce réservoir. Le repère mini représente le niveau minimum nécessaire pour un freinage en toute sécurité. Le repère maxi représente le niveau maximum lors d'une mise à niveau. L'usure des garnitures abaisse le niveau du liquide de frein dans le réservoir. Si le niveau est au-dessus du repère mini, il est inutile de rajouter du liquide de frein. Le niveau se rétablit à la suite du remplacement des garnitures. Si le niveau du liquide de frein est trop bas,
un contacteur dans le réservoir de liquide de frein allume un témoin au tableau de bord. Ce témoin peut aussi s'allumer si le frein à main est serré ou si les plaquettes de frein sont usées. Le liquide de frein doit être remplacé régulièrement pour éviter qu'il ne se sature en eau. Consultez le carnet d'entretien du véhicule pour connaître l'intervalle de remplacement du liquide de frein. La purge est nécessaire après toute ouverture du circuit hydraulique de freinage. Le principe de la purge est d'évacuer l'air du circuit hydraulique. La purge du circuit hydraulique s'effectue avec un appareil de purge. La purge doit être effectuée selon la procédure préconisée dans la documentation technique. Il faut toujours respecter les consignes de sécurité lors de la manipulation du liquide de frein. Le liquide de frein est très corrosif. Le liquide de frein est toxique en cas d'ingestion ou d'inhalation de vapeur. Il ne faut jamais utiliser du liquide de frein usagé. Il ne faut jamais mélanger du liquide de frein avec d'autres produits. Il ne faut jamais entreposer du liquide de frein sans identification adéquate. Dans ce chapitre, nous avons vu les points suivants. Le niveau du liquide de frein doit toujours être compris entre les repères mini et maxi. L'usure des garnitures abaisse le niveau du liquide de frein dans le réservoir. Si le niveau du liquide de frein est trop bas, un contacteur dans le réservoir de liquide de frein allume un témoin au tableau de bord. Le liquide de frein doit être remplacé régulièrement pour éviter qu'il ne se sature en eau. La purge du système hydraulique s'effectue avec un appareil de purge. Il faut toujours respecter les consignes de sécurité lors de la manipulation du liquide de frein. Le levier de commande du frein à main parcourt normalement 5 ou 6 crans pour être serré. Une course supérieure du levier de commande du frein à main indique un défaut des freins arrière. Cliquez sur le levier de commande du frein à main pour voir sa course. Il est très important de retenir les 2 points suivants. Un frein à main ne doit être réglé que lors d'une intervention sur les freins arrière. Il ne faut jamais régler le frein à main pour corriger un problème de rattrapage de jeu automatique. Consultez la documentation technique pour connaître les procédures de réglage. Dans ce chapitre, nous avons vu les points suivants. Le levier de commande du frein à main parcourt normalement 5 ou 6 crans pour être serré. Un frein à main ne doit être réglé que lors d'une intervention sur les freins arrière. Il ne faut jamais régler le frein à main pour corriger un problème de rattrapage de jeu automatique. شكرا على المشاهدة. إن أعجبك الفيديو سجل إعجابك ولا تبخل باقتراحاتك للفيديوهات القادمة، كما لا تنسى الاشتراك في القناة لتصلك فيديوهاتنا اليومية.